Mesdames, messieurs, bonsoir. La France a peur là, hein. Là on commence à avoir vraiment peur, hein. Donc la situation exceptionnelle, soirée exceptionnelle, la France a peur. Cette fois-ci c'est pas 2 mais 3 plateaux qu'on va pouvoir faire ce soir. 18h, 21h. Premier plateau avec Johan Chapoutot, deuxième plateau avec Ludivine Bantini et Hugo Paletta, troisième plateau donc à 20h avec Manès Nadel et Sophie Binet. On a beaucoup de questions, on va essayer de mettre beaucoup de choses à plat, on va essayer de se rassurer ou de se faire peur, on va voir, ça dépend avec qui, ça va dépendre des questions. Allez, c'est parti, la France a peur. Et j'ai pas dit gêné. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, je peux vous voir hein, dans le chat, je vais voir vos trucs et de temps en temps je pense que je vais prendre peut-être plus de vos questions que d'habitude parce que je pense que beaucoup de monde a beaucoup de questions là, c'est une période un peu incertaine, un peu stressante pour tout le monde. Et pour ça, on a ce soir choisi de recevoir quelques intellectuels et puis des acteurs du monde syndical, hein, je l'ai dit dans l'intro. Mais pour cette première partie, c'est Johan Chapoutot que nous accueillerons, qui est un peu le parrain de cette émission, qui était là pour la première. Si, j'ai décrété que tu étais le parrain. Voilà. Et cette première heure, on va la passer aussi en compagnie de Salomé, journaliste pour Blast, et de Paloma, journaliste également pour Blast. Enchantée. Voilà, qui vont m'accompagner un peu toute la soirée, m'aider à animer cette émission parce que 3 heures quand même, faut y aller. Mais commençons tout de suite. Ça va ? Oui, très bien. Ouais. Il faut rester calme et l'histoire y aide. Voilà, permet de poser les choses en faisant des comparaisons. Voilà, et je voulais commencer juste parce que, bon, toi, tu es, Johan, historien. Je pense que je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup te présenter à ceux qui suivent déjà cette émission, mais tu as beaucoup travaillé sur le nazisme, et puis sur le libéralisme en tant que système économique, et puis ses liens, le management y compris, ses liens avec l'autoritarisme nazi, voilà. Et tu publies aussi des chroniques dans Libération, tu suis de près l'actualité. Je voulais te commencer peut-être par cette question un peu toute simple. Comment ça s'est passé pour toi dimanche dernier devant ta télé, enfin dimanche il y a 2 semaines devant ta télé, le soir de la dissolution? Comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. La perspective d'une dissolution planait, mais on attendait ça plutôt pour dans quelques mois, le vote du budget, etc. Mais cette accélération du temps, au fond, elle est tout à fait homologue à l'accélération du temps qu'on vit, au fond, depuis la loi immigration. Que l'extrême centre, en se désagrégeant, dégénère et pourrisse en extrême droite, ça, c'est un schème historique que l'on connaît. En Italie, en 1922, c'est les libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir. En Allemagne, en 1932, ce sont les libéraux autoritaires qui font le pari du nazisme contre les communistes. Mais dans le cas de la France de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Le vote de la loi immigration, pour moi, a été un vrai choc. Parce que là, la compromission des macronistes avec ce qu'il y a de plus rance et de plus infâme dans la tradition d'extrême droite française a été patente. Et ça s'est libéré. On a vu des héros à UTS, du macronisme, comme Carl Olive, etc. Des gens qui sont très, très proches de l'extrême droite, qui ont pris le dessus dans les médias. Et voilà, il y a eu cette accélération-là déjà à ce moment-là. Et le coup de semonce final, ça a été effectivement cette dissolution. Mais c'est dû aussi, hélas, on devra peut-être en parler, à la rencontre d'une psychologie particulièrement immature, infantile et fragile. Je pense que quand on se fait prendre en photo face à un sac de boxe pour se rassurer virilement, on a un petit problème. La rencontre donc d'une psychologie très trouble, on va dire, avec des institutions immatures, qui sont des institutions ultra-autoritaires qui, rappelons-le, ont été élaborés dans un contexte de guerre, un contexte de guerre civile, pour faire un costume à un général. Un général. Alors, le général en question avait suffisamment de culture, de sens de l'État et de connaissance de l'histoire pour ne pas faire n'importe quoi, et d'ailleurs il a su partir dignement à temps. Puis niveau antifascisme, il avait fait ses preuves, on va dire, il avait donné des gages en tout cas. Il avait vaguement combattu le nazisme à une certaine époque, effectivement, donc on pouvait être rassuré. Par contre, là on a un personnel politique en Macronie, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, qui est de piètre qualité. L'entéléchie de ce personnel-là, c'est-à-dire je n'ai pas le mot là. Le parachèvement ou
le stade final de ce personnel-là, c'est peut-être le personnel de l'extrême droite. Parce qu'on se rend compte que, on le voit sur les plateaux depuis quelques temps, ils sont encore plus nuls et plus vides que les macronistes. Mais cela dit, ils sont en série. Hein. Si vous faites une série Macron, Attal, Bardella, vous avez une chaîne de dégénérescence qui aboutit à ce que... Moi, j'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez au début, parce que dans votre dernière chronique, justement, sur Libération, vous écrivez « Le compromis entre libéralisme autoritaire et fascisme est un classique de l'histoire du XXe siècle ». Mais là, ce que vous dites aussi, c'est que là, cette dérive macroniste vers l'extrême droite, en fait, est allée tellement vite que c'est sans précédent historique. Est-ce que vous avez des moyens d'expliquer pourquoi est-ce que Macron est allé aussi vite vers l'extrême droite ? Comment ça se fait que ce soit allé aussi rapidement, en quelque sorte ? Oui, parce qu'il n'y a pas que la psychologie, il y a quand même peut-être un contexte, il y a des une structures crise du néolibéralisme. Il y a des structures historiques. Alors, non, ce qui est surprenant, c'est l'accélération. Par contre, bon, ça dure depuis 2017, cette histoire. Hein. Tout s'est mis en place en 2017. Donc, finalement, en 7 ans, c'est pas si rapide que ça, puisque en Italie, ça se fait, au fond, en 2 ans. Hein, face aux dangers des socialistes et des communistes, les libéraux font le choix du fascisme, dont les gros bras, les chemises noires, sont en train de faire le coup de poing pour réprimer les paysans, les ouvriers, les syndicalistes qui sont en train d'occuper les usines, les champs, etc. En Allemagne, ça s'est fait assez rapidement aussi. Et au fond, il y a un blocage à l'été 1932, il y a une chambre introuvable. On va peut-être se retrouver dans cette circonstance-là. Et c'est en quelques mois que la droite libérale autoritaire et nationale conservatrice, qui auparavant avait un rapport prudent avec les nazis, décide de faire le choix des nazis parce que, de leur point de vue, ils s'auto-intitulent le camp de la raison déjà, hein, c'est la solution la plus raisonnable, la plus rationnelle. Dans le chat, on me dit, est-ce que c'était pas même la solution de facilité ? Là, il y a un obstacle qui est le mouvement social, il y a une crise peut-être des rendements, de la rentabilité, du capital, et puis du coup, il faut forcer. Mais ça, c'est très clair. Le lien entre extrême centre et extrême droite, il est paradigmatique parce que l'extrême centre mène une politique qui est hostile aux intérêts de 98% de la population. Donc, lorsque vous êtes au pouvoir avec cette politique-là, qui est une politique d'injustice fiscale et sociale majeure, vous n'avez que la force, en l'occurrence la violence, pour l'imposer. Le parachèvement de ça, c'est effectivement des solutions autoritaires et violentes type dissolution, voire article 16, on pourra peut-être en reparler, sachant que une fois que vous avez usé de toutes les cartouches de LBD, il faut passer à un autre registre politique. Et le registre politique suivant, c'est celui qui est offert par l'extrême droite. L'extrême droite, au fond, on le voit, veut poursuivre la politique sociale et fiscale et économique des macronistes. C'est du néolibéralisme idiot et stupide qui va continuer à détruire les services publics et à jouer contre l'essentiel de la population. Sauf que eux, alors non seulement ils auront bien évidemment les forces de l'ordre avec eux et peut-être plus encore que les macronistes, mais eux, ils ont une variable d'ajustement supplémentaire qu'ils offrent en pâture, au fond, à la population, qui est que vous êtes dans une situation dégoûtante, vous êtes malheureux, vous ne pouvez pas vous soigner, les profs de vos enfants ne sont pas remplacés, mais on va vous créer quelque chose ou une population encore plus malheureuse que vous, par la répression, par la ségrégation, par l'humiliation. Et ça a été la solution des nazis aussi, de dire aux Allemands, sauf que eux, ils ont réussi. Ça s'est accompagné de spoliation, c'est-à-dire qu'il y a des gains économiques concrets finalement qu'on peut poser aux populations dites natives. On va leur dire, regardez, je vais quand même vous donner quelque chose, je vais vous donner ce qu'avaient les autres que vous n'aimez pas, là, on va leur prendre. Alors c'est ce qu'ont fait les nazis, très clairement, par la prédation et la spoliation des populations victimes. Des appartements qui se vident. Tout à fait. Alors là, très clairement, la politique antisémite nazie, lorsque une famille juive disparaît, vous avez un vide-grenier qui est organisé au pied de l'immeuble le lendemain. C'est très concret. Hein, et c'est, bon. Alors, peut-être que le Rassemblement national, dans un premier temps, n'ira pas jusque-là, mais en attendant, il offre non pas une gratification matérielle, mais une gratification symbolique, qui est de dire, vous avez encore plus malheureux que vous avez l'arabe, vous avez le noir, vous avez le juif pour certains, puisqu'il ne faut pas oublier que l'antisémitisme reste quand même très présent. On le voit dans le musée des horreurs que constituent les investitures du RN en ce moment. Il y a quand même beaucoup de choses qui remontent. Des dizaines de candidats. On en est à 50, il me semble, à peu près 10% des candidats qui sont plus que problématiques. Mais voilà, le RN offre ça que les macronistes n'offraient pas explicitement, même si les remarques racistes sur les Comoriens, de la part de Macron, ont abondé quand même. Moi, j'ai une question sur le lien que vous venez d'établir entre, évidemment, le macronisme et l'extrême
droite. Quel est le lien entre l'extrême droite et le néolibéralisme ? Puisque, on l'a vu notamment dans les mesures économiques qui étaient proposées, c'était pas du tout clair, et ils ont tout un arsenal de mesures qui se veulent être des mesures sociales, création de postes, suppression de la réforme des retraites, baisse de la TVA, qui seraient censées permettre d'avoir plus d'égalité, notamment avec la taxation sur l'héritage, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais plus dans ton micro, on c'est t'entend vrai que pas je ne trop. parle pas dans mon micro, j'ai l'habitude d'avoir un micro-cravate. Et donc, Excuse-nous. toutes ces mesures sociales, dites sociales du Rassemblement national, sont pas du tout compatibles, en tout cas logiquement, avec un programme qui serait libéral, et pourtant il s'allie avec les Républicains. Et il y avait une interview d'Éric Ciotti qui date d'hier que je trouve vraiment très éloquente, où il dit « Mais nous, c'était notre programme depuis le début, ce qu'ils sont en train de faire le Rassemblement national. Il y a vraiment... Tout est pareil, il n'y a aucun problème. » Et on a l'impression de découvrir, même si Et c'est on ce qui pouvait le justifie leur deviner. alliance aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça, c'est que en fait, depuis le début, le Rassemblement national était très libéral, mais ne l'a pas assumé. Alors, vous avez parfaitement résumé la chose. Et on a une mémoire courte quand même, hein, comme dirait le maréchal Pétain, qui aime bien citer Macron. Français, vous avez la mémoire courte. On a la mémoire courte parce que le FN de mouture Jean-Marie Le Pen était un FN ultralibéral à l'époque. Ouais. Oui. Vraiment calé sur Reagan, calé sur Thatcher, etc. Il y a eu une parenthèse, on va dire, sociale nationale avec Philippot, et Marine Le Pen a essayé d'adapter son discours pour gagner des voix. Il en est resté quelque chose après le départ de Philippot, mais cela dit, la logique de l'extrême droite, là aussi, c'est un schème historique qui ne cesse de se répéter. Chez les fascistes, chez les nazis, chez d'autres, en Amérique latine, en Europe centrale, etc. Vous avez des promesses de type social. Le paradigme, c'est le pseudo-national-socialisme des nazis. Vous avez des promesses de type social, mais qui sont en fait un leurre, et qui sont pensées comme un leurre. Hitler le dit explicitement, quand il parle aux patrons, il multiplie les rencontres avec les patrons à partir de 1930 jusqu'en 1933, pour les convaincre qu'ils sont sérieux et que les patrons doivent bien choisir. Il leur dit que ça a été posé comme un leurre pour attirer vers le parti nazi des masses prolétariennes malheureuses qui, sinon, iraient vers les communistes ou les sociodémocrates. Et donc, pour les détourner de l'internationalisme marxiste, on les attire vers la solution nationale ou nationaliste par des promesses qui ne seront jamais tenues. Mais donc là, Jordan Bardella, quand il nous dit « Je vais mettre en place des mesures sociales, Ouais, lui, je il vais le dit plus, augmenter là, il votre les enlève pouvoir une par d'achat. » Non, si, hier, dans le C'est débat... le premier argument de vote C'était- quand on va sur le site du Rassemblement national. Il y a 6 grands arguments pour voter pour le Rassemblement national. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment ce qui est mis en avant. Oui, bien Oh, sûr. bah oui, Enfin, bon, je ça. ne sais pas si c'est équipement, parce qu'il a l'air singulièrement en détresse intellectuelle, ce garçon, parce que je ne sais pas. Hein, mais par contre, c'est un mensonge très clair. Et ça a été bien résumé par Yann Brossa hier dans un message qui disait, au fond, le programme du Rassemblement national, c'est tout comme Macron, sans les Arabes. Voilà. Donc, en gros, c'est assez bien résumé, c'est-à-dire une politique néolibérale violente qui va se faire au détriment, et d'ailleurs ça a été chiffré aujourd'hui par des économistes, on a bien montré que ce seraient les rentiers, les favorisés, les plus riches qui bénéficieraient de la politique sociale et fiscale Les du 10%, RN. les plus Voilà. riches. En gros, on Comme sous continue, Macron. on continue sur une lignée macroniste, avec du racisme en plus, de l'humiliation. Alors, non seulement dans le discours politique, le tabassage des binationaux actuellement, les mesures racistes qui vont être mises en place, mais également de manière infrapolitique, avec tout ce que l'arrivée du potentiel d'un RN au pouvoir va pouvoir déchaîner comme passion mauvaise. Là, on a un article aujourd'hui du Canard enchaîné sur la CRS 4, en page 3, qui montre très bien quels remugles sont prêts à sortir des égouts en cas de victoire du RN. Donc c'est ça aussi qui va se déchaîner. Mais c'est pensé, alors il y a des théoriciens de l'extrême droite qui pensent ça depuis les années 20, c'est pensé comme une soupape de sûreté nécessaire pour permettre l'expression de la colère de la masse qui va se diriger évidemment vers les mauvaises cibles. Alors, Mais je voudrais qu'on regarde le Ah oui. petit magnéto qu'on avait préparé sur l'annonce de la dissolution. Et puisque ça ouvre, voilà, deux minutes de bonheur. Regardons ça ensemble. Tout le monde voyait monter l'eau de l'extrême droite. Tout le monde disait « l'extrême droite arrive, en 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen, c'est déjà écrit ». Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification. Si j'avais été devant vous, à l'issue de dimanche soir, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant « on ne change rien, on continue », vous m'auriez dit « il est déconnecté ce type ».
Parce qu'il agit par orgueil, par ego, par mauvais conseil. Certains se rappellent de ces mots de Gérard Collomb, l'un de ceux qui a mis le pied d'Emmanuel Macron à l'étrier sur l'hubris du pouvoir. Ce moment donné où vous devenez trop sûr de vous et trop arrogant. Vous ne démissionnerez pas avant 2027. Non, je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Je crois dans la force de nos institutions. Écoutez, je me suis soumis à 2 reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. On le disait il y a 2 ans. Il se trouve que je suis à des élections qui m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Je prépare ça depuis des semaines, je suis ravi, je lui aurais balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment il s'en sort, aurait dit le chef de l'État. Comment vous réagissez à ça? C'est une honte. On voit très bien la stratégie du président de la République, c'est de dire moi ou le chaos. Mais pardon, nous avons déjà le chaos avec Emmanuel Macron. Nous avons des alliances contre nature aux 2 extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Je vois surtout le président de la République qui aux abois et qui agite toutes les peurs, les possibles et inimaginables. Je ne sais pas si c'est pour préparer potentiellement l'activation de l'article 16 de la Constitution et donc des pleins pouvoirs, ce qui serait... Vous y croyez ? En tout cas, c'est une possibilité qui a été évoquée par ses conseillers et qui a été présentée à la presse. Figurez-vous que si, après les législatives, on a encore bloqué, comme maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit le président démissionne, soit au contraire, il prend les pleins pouvoirs, l'article 16 de la Constitution, comme De Gaulle en 61 après la tentative de putsch des généraux. Alors pourquoi on parle de l'article 16 ? C'est le journaliste Guillaume Audin notamment qui a souligné cette hypothèse, parce qu'il y a 2 conditions pour le déclencher, soit, comme De Gaulle, une situation insurrectionnelle, soit l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Des pouvoirs publics constitutionnels. Et donc, il pourrait y avoir une situation que Macron pourrait tout à fait qualifier d'insurrectionnelle, au moindre feu de poubelle dans les banlieues. C'est tout à fait un prétexte qu'il pourrait prendre pour dire article 16. Alors c'est quoi cet article 16 ? Est-ce que... Si vous voulez, moi je vous le cite parce que je l'ai avec moi. C'est lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Et quelles sont-elles ? Qu'est-ce que ça lui donne comme droit, quoi ? C'est pas Non, mais précisé. c'est toute la question de l'interprétation, quoi. Exactement, et c'est un vrai problème parce que on retrouve ce vague et ce flou dans toutes les dispositions constitutionnelles qui prévoient la suspension du droit, donc l'état d'exception. On excipe du droit et on ne l'applique plus pour mieux le rétablir. C'est la finalité normale, normalement. Mais on avait ça sous la République de Weimar, en fait, et ça a tué la République de Weimar. C'est ça qui l'a flingué, si vous voulez, parce que vous aviez une constitution libérale, démocratique, parlementaire, qui a été retournée comme un gant sur le pivot d'un article, qui est l'article 48 alinéa 2 de la Constitution de... Vous en avez parlé la dernière fois. Absolument. Ouais. Qui dispose que, en cas de péril grave et immédiat, le président du Reich peut prendre toute disposition, etc. La formulation est quasiment la même parce que, tout simplement, il faut voir que la Constitution de 1958, la nôtre, elle est décalquée de la Constitution de la République de Weimar dans ses dispositions les plus sévères, les plus rudes, puisque dans les années 30, vous aviez tout un pool de jeunes juristes, notamment Michel Debré, qui était jeune juriste au Conseil d'État, qui voulait renforcer le pouvoir exécutif sous la Troisième République, au bénéfice du gouvernement ou du président, et qui s'intéressait beaucoup non seulement à ce qu'écrivait le professeur Carl Schmitt, mais aussi à la pratique du pouvoir à partir de 1930 en Allemagne. En Allemagne, donc, à partir de 1930, le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement, est complètement court-circuité et les textes de loi sont en fait des décrets qui deviennent des lois par la seule signature de l'article du président du Reich, Hindenburg, sur le fondement de l'article 48.2. L'article 48.2, c'est devenu 2 choses dans notre Constitution, l'article 49 alinéa 3 et l'article 16. D'accord. Et dans les 2 cas, vous avez un flou tel que lorsque vous avez des gens raisonnables et intelligents et républicains comme le président Ebert, entre 1919 et 1925, vous avez une application raisonnable de cet article, même si elle peut être fréquente, mais pour des vrais cas graves. Lorsque vous avez des gens qui n'ont pas vraiment de conscience et d'honneur politique et qui veulent dériver vers un régime autoritaire, vous en avez un usage abusif. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou réel à l'utilisation de ces pouvoirs-là, parce que le fou est censé se garder lui-même.
En l'occurrence, Il n'y a rien, pas le Conseil constitutionnel peut pas. Il peut s'autosaisir, mais ce n'est pas Mais le Conseil obligatoire. constitutionnel aujourd'hui est quand même plutôt acquis à Emmanuel Macron parce que il a Richard Ferrand qui a nommé 3 de ses membres et c'est lui qui a nommé aussi. Enfin, en gros, il a la majorité au Conseil constitutionnel. Donc, d'une certaine manière, cette décision pourrait tout à fait être approuvée s'il déclenchait l'article 16. Le Conseil constitutionnel pourrait dire OK. C'est l'énorme problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas de véritable cour constitutionnelle. Nous avons un Conseil constitutionnel qui est un club de retraités de la politique nommés par complaisance et par réseau, voilà. Alors qu'en Allemagne, depuis 1949, vous avez une véritable cour constitutionnelle composée de juristes, ce sont des professeurs de droit qui sont de véritables juristes et qui font du véritable travail juridique et non pas de l'accommodement interprétatif, comme ça a été le cas, par exemple, on se souvient de la validation des comptes de campagne de Jacques Chirac. Oui. C'est un scandale parce que les comptes de campagne étaient faussés, mais ça a été raconté après coup. En gros, le Conseil constitutionnel a dit bon, en effet, c'est pas dans les clous du tout, mais si on le dit, ça veut dire quoi ? On refait une élection. En fait, on crée de l'instabilité politique. Exactement. Donc, ils ont décidé de dire non, pas de bordel. Tant pis pour le droit. Voilà. Mais l'hypothèse de l'article 16, elle fait partie des petits ballons d'essai qui ont été lancés par l'Élyséen. L'année dernière, c'était le 3e mandat, une réforme constitutionnelle pour un 3e mandat. Bien sûr. Roselyne Bachelot, Richard En fait, Ferrand. de toute façon, c'est toujours la technique d'Emmanuel Macron, c'est de balancer des choses dans la presse, de voir comment ça prend et ensuite d'agir en fonction, quoi. Cela dit, là, on a une personne qui est tellement, je parle de l'actuel chef de l'État, qui est tellement isolé, conspué, méprisé par ses propres troupes, et tellement désireux, en bon masculiniste toxique qu'il est, de rester absolument au centre du jeu et de dominer les choses, qu'il n'est pas du tout exclu qu'il se fasse le plaisir, après un article 12, de faire un article 16. Ça aurait du panache, et lui, il aime bien le panache, quoi. Mais en fait, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle très peu en ce moment, c'est toutes les questions démocratiques qui sont posées par cette période. C'est de se dire, en fait, là, on a beaucoup documenté ça avec Blas, c'est-à-dire la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, le fait que notre démocratie est en train de basculer dans l'obscurité. D'une certaine manière, on voit que là, si le Rassemblement national arrive à avoir une majorité absolue ou relative et a un Premier ministre, quels vont être les réels garde-fous ? Parce qu'on voit déjà que finalement, on a été gouverné à coup de 49-3 durant les derniers mois. Donc, comment est-ce qu'on pourra justement... Quels sont les contre-pouvoirs qui peuvent réellement exister au-delà de la société civile, évidemment ? Et je remarque que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le chat là, que je regardais, notamment de Nicom 1214, qui disait « Quelle marge de manœuvre avons-nous dans cette situation ?» où en fait, tout le monde se pose cette question que tu viens d'exprimer. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on a l'impression que les institutions sont contre nous, que les pouvoirs politiques sont contre nous et qu'on n'a plus du tout de capacité en tant que citoyen de freiner la machine, quoi. Et que le système médiatique aussi, là pour le coup, Ah c'est oui, caricatural on va y depuis venir. quelques semaines, c'est vraiment grossier, je trouve, de Je violence. crois que nous avons un magnéto là-dessus. Et de biais, et effectivement, contre nous. Alors, cela dit, il y a quand même un petit espoir, c'est que si je compare avec la situation en Allemagne au début des années 30, on avait un système médiatique qui était ultra à droite, qui était dirigé par le Bolloré de l'époque, qui était Alfred Lugenberg, dont Denis Rebert parle beaucoup en ce moment, et il a raison. Et on se rend compte que, et c'est ce que montrent d'ailleurs les sondages qualitatifs depuis le Covid, depuis 2020, les valeurs de la population allemande, comme les valeurs de la population française aujourd'hui, ne sont pas le darwinisme social, écraser la gueule aux voisins, à part pour une petite minorité, mais généralement, aux 3/4 en l'occurrence, 2/3 voire 3/4, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, l'ouverture. Oui, il suffisait de voir la mobilisation pour la réforme des retraites et son soutien chez les actifs. Non, les gens, ils veulent un système social qui marche. Voilà, les gens veulent pas tout casser, ça. Alors, il y a, si vous voulez, ensuite, dans l'usage, le pire n'est jamais sûr, mais si jamais il devait y avoir usage de l'article 16, il pourrait y avoir des situations insurrectionnelles, au nom d'une résistance légitime de la part de la population. Et là, c'est peut-être quelque chose que le pouvoir actuel ne risquera pas, parce que les forces de l'ordre aussi sont à l'os. Tous les services publics ont été dégradés depuis des années. Les forces de l'ordre aussi, elles ont été éprouvées par les Gilets jaunes, par tout ce qu'on leur a fait faire de dégueulasse ces dernières années. Et puis même ces dernières semaines, la Kanakil, ceux qui sont mobilisés pour Absolument. les JO... là, vraiment, il y a une... Effectivement, et là aussi, comparaison, en décembre 1932, le gouvernement von Papen, donc libéral autoritaire,
pour essayer d'asseoir son pouvoir, réfléchit à un coup d'État, une sorte d'article 16, à l'époque, qui n'existait pas dans la constitution de Weimar en tant que telle. Mais là, c'est l'armée qui freine à ce moment-là. L'armée fait une simulation, un Kriegspiel, et l'armée rend ses conclusions en disant, écoutez, on ne peut pas faire face à une émeute généralisée de la population, parce que ça désarme nos frontières, on se fait envahir par les Polonais, donc on ne peut pas. Et là, c'est ça qu'on risque aujourd'hui, une émeute généralisée en cas d'article 16 ? Disons que les conditions d'activation de l'article 16, les constitutionnalistes en parlent beaucoup mieux que moi, mais ne sont rigoureusement pas réunies. Cela dit... En tout cas, Macron a parlé de guerre civile. C'est assez nouveau, il disait pas ça avant. Oui, Il a expliqué que si c'était le Rassemblement national ou le Nouveau Front populaire qui prenait le pouvoir, ce serait la guerre civile. Mais donc, le terme en est mettant fort, un signe égal entre les deux, je pense qu'on va le y terme est revenir. fort, guerre civile, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait encore société il se pourrait bien que non, et quand on fait plus société, on fait une guerre civile. Là, ça montre à quel point on est obligé, hélas, dans des régimes ultra personnalisés comme ça, de faire un petit peu de psychologie. Là, on a affaire à une psychologie un peu troublée, fascinée par la violence. On l'avait vu avec les Gilets jaunes, le tout couplé à une très forte lâcheté physique, personnelle de la part d'un individu dont on sait par les révélations de presse qu'il a très peur lui-même. Donc, une fascination pour la violence. Il y a l'histoire de la grenade dégoupillée à Oradour-sur-Glane. Vous imaginez le tact, la hauteur de vue La symbolique. et la finesse d'un individu qui, à Oradour-sur-Glane, dans un lieu où 642 personnes ont été mitraillées, brûlées vives ou grenadées par des SS, dire ce genre de choses, c'est quand même... Vous dites qu'il a peur, c'est-à-dire ? Là, ça a été rapporté, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, à un moment, il a failli être lynché quand même, au Puy-en-Velay, il a eu très peur. La presse, il y a Marianne qui avait sorti un dossier là-dessus, sur le fait qu'il était complètement paranoïaque. Il y a eu le documentaire de Street Press aussi, Oui. qui était très bon sur les Gilets jaunes et qui disait que Emmanuel Macron avait été appelé par un ministre au plus haut du mouvement des Gilets jaunes qui lui avait dit la République va tomber, et que là, il avait vraiment eu très très peur. Oui, mais même physiquement, et ensuite, ça s'est compensé, alors soit par l'achat d'un gros 4x4, soit par des photos photoshopées de biceps maltraités. Mais... Bon, alors, au-delà de Macron, mettons que le RN arrive. Je voudrais qu'on reste aussi sur cette histoire de conception illibérale, parce que c'est une chose de déclencher l'article 16, c'en est une autre aussi de basculer peut-être dans autre chose avec le RN au pouvoir, dans la mesure où ils ont quand même beaucoup préparé l'idée que contre un gouvernement des juges, donc des juges, et il faudrait commencer à attaquer le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, pareil, on pourrait s'en retirer. Il y a l'idée que aujourd'hui, ils seraient bloqués par des contraintes, alors que eux expriment la vraie volonté des Français, qui est plein de lois qui en fait ne passeraient peut-être pas, mais à ce moment-là, oui, mais si c'est la volonté des Français. D'ailleurs, il parle plus du tout de gouverner par référendum, alors que c'était le grand truc de Marine Le Pen à un moment. Mais c'est un peu la même chose, je trouve, c'est-à-dire court-circuiter les corps intermédiaires en disant je suis l'expression de la volonté du peuple. Et est-ce que c'est une constante dans l'extrême droite, cette espèce de alors que pourtant on fait du droit à l'extrême droite, d'essayer de s'en affranchir un maximum? Oui, il y a beaucoup de juristes, effectivement, à l'extrême droite. Il y a beaucoup de fachos dans les facs de droit aussi. Oui. Mais justement, ça nous permet de revenir sur cette définition de l'extrême droite, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce qu'on peut encore qualifier l'extrême droite, etc. Alors que, évidemment, de l'autre côté, le Nouveau Front populaire est d'extrême gauche, censément. L'extrême droite, c'est un rapport très distant, on va dire, à la norme et à la norme de l'état de droit, constitutif de l'état de droit. Il y a toujours, c'est vraiment une caractéristique, on va dire, essentielle de l'Amérique latine à l'Europe centrale, en passant par les fascistes, les nazis, etc., et le RN et Vichy, que de s'émanciper d'une norme qui est, alors moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le cas nazi, qui est censée être abstraite, universaliste, humanitariste, etc., etc., et contre le règne de la norme, the rule of law, comme on dit en anglais, il y a une volonté d'exercer un pouvoir exécutif direct qui serait l'expression immédiate, c'est-à-dire sans médiation, d'une volonté populaire supposée. Cela dit, il faut voir que ce rapport très distant, très relâché, on va dire, à l'état de droit, c'est aussi un acquis du macronisme. Parce que je me souviens d'il y a quelques temps, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, disant au Sénat, écoutez, les normes européennes, on ne les appliquera pas, on paiera les amendes. Dans un état de droit normalement constitué, le ministre était poussé à la démission dans l'heure. Parce que le droit européen, c'est la hiérarchie des normes, c'est comme ça, s'impose au droit national. Donc on avait un ministre de l'Intérieur qui disait ouvertement « je viole la loi ».
Voilà. Alors, je me reviens aussi en mémoire un discours d'Heinrich Himmler qui disait la même chose en 1941. Nous violons la loi pour mieux respecter le droit, un droit supérieur qui est celui de la volonté du peuple et de la sécurité biologique de notre là, nation. l'ordre international en ce moment n'est pas dans un bel état. Donc est-ce que c'est le moment? Oui, justement. Cela dit, il est possible que les financiers commanditaires du RN, on a vu que le patronat est en train de se réorienter, de se préparer puisque de toute manière, ils ont bien compris qu'avec la gauche, ils avaient des gens qui n'étaient pas favorables à leur profit extrême, et qu'ils auraient du mal à les convaincre de faire autrement, parce que c'est travaillé, il y a des économies, etc. Ils ont compris qu'au RN, par contre, non seulement on était favorable au patronat, mais en plus on n'avait pas vraiment d'idée, et qu'au fond, on serait tout à fait prêt à recevoir à Bercy les notes du MEDEF. Donc ils ont compris, ils ont fait leur choix. Ça a été dit, Jordan Bardella n'a aucune idée économique. Non, aucune idée sur rien. Oui, c'est vrai. Si, je pense que... Enfin bon... Oui. De ce point de vue-là, il y a vraiment une ligne très claire. T'as parlé de commanditaire. T'as dit le commanditaire d'extrême droite. Tu penses à Bolloré et puis la rencontre qu'il a organisée avec Ciotti, le machin. On peut parler de commanditaire. T'en vois d'autres? Alors, il y a les commanditaires directs, on va dire, des entrepreneurs d'idéologie comme Bolloré, ça c'est très clair, qui met vraiment sa fortune, son empire médiatique au service de l'extrême droite, mais de manière plus, plus subtil. Je sais pas si c'est très subtil, mais plus évanescent, on va dire. Il y a cette espèce d'extrême droitisme d'ambiance qui a gagné, au fond, une grande partie de la Macronie. Vous voyez Prisca Thévenot, vous voyez Aurore Berger, qui ont déjà appelé à faire barrage contre la gauche. C'est-à-dire à réutiliser ce mot, en fait, en disant on va faire barrage contre le nouveau Front populaire. Complètement basculé. C'est ça. Et alors, sociologiquement ou socioculturellement, ces gens-là sont issus de la com, de la gestion, des bullshit jobs que David Graeber avait bien étudié. Et donc, ils sont un signe ou un symptôme de la redéfinition, de la réorientation d'une partie du personnel politique et économique vers l'extrême droite. Mais même d'Emmanuel Macron lui-même, parce que ce qui est hyper impressionnant, c'est vraiment la manière dont il a pu carrément changer de cap sur certaines politiques. Il s'est pas seulement affaissé sur certaines questions économiques, il a vraiment renoncé et il est allé dans la direction opposée. Ça a été particulièrement frappant avec ses déclarations en ce qui concerne les personnes transgenres, où il a dit... on va avoir un petit magnéto qui nous le montre. Non, mais parce que c'est exactement cette idée-là. C'est de reprendre ses rhétoriques. Lui, il avait dit qu'il fallait faciliter les procédures administratives qui permettaient à des personnes de changer de genre, et on bascule complètement dans autre chose quand il dit au contraire, c'est une situation ubuesque, on peut changer de genre. Il dit même pas de genre, il dit de sexe en mairie, on le verra. Donc, comment vous expliquez c'est plus qu'un renoncement, c'est vraiment, il va dans une direction politique qui n'est pas la sienne à la base. La Macronie, elle est frelatée dès le départ. Mais il faut savoir dès 2016, dès 2016, on avait quand même un candidat ou futur candidat qui allait voir De Villiers, qui allait faire des discours sur le roi, la fête de Jeanne d'Arc. On était quelques-uns à avoir compris qu'il y avait un imaginaire un petit peu nauséabond derrière tout ça. Au fond, là, il tape sur les trans parce qu'on ne peut plus taper sur les gays. Parce que là, ce serait beaucoup trop et c'est plus acceptable. Là, ça reste... On pourrait même être attaqué là-dessus par le Front National, enfin le Rassemblement National. Donc oui, en effet, on peut plus. Voilà, donc là, on tape sur les trans pour racler les fonds de tiroir ou racler les fonds de cuve de l'extrême droite et faire campagne à l'extrême droite. Parce que en termes de culture personnelle, voilà, c'est un garçon qui vient milieu bourgeois, il fait des études chez les jésuites... pas un gauchiste échevelé dès le départ, c'est un vieux de naissance, si vous voulez. Et ce vieux de naissance-là, la presse l'a rapporté, parle à l'Élysée de grands remplacements couramment. Pas encore de manière publique, mais dans les réunions, il parle de grands remplacements. Donc il y a un mépris social darwiniste des pauvres, il y a un racisme plus que latent qui s'exprime à l'égard des Comoriens. Mais oui, complètement. Et là, c'est celui de sa classe, en fait. Et de sa casse et de son entourage. Là, par exemple, il est entouré de gens comme Bruno Roger-Petit qui sont fascinés par l'extrême droite, maurassienne, vichiste, etc. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que ce sont des
des petits dérapages en fait, et si on les met pas bout à bout, on se rend pas compte que c'est une stratégie, que c'est une idéologie, et souvent il y a voilà des Françaises, des Français qui vont se rassurer en se disant ah oui, il a parlé de réarmement démographique, bon bah ça c'était vraiment maladroit, ah oui, il a parlé de droit de visite parentale pour le père dans les familles monoparentales, pour des pères qui ont abandonné leur famille, enfin, et si on met pas tout bout à bout, on ne se rend plus compte en fait de la gravité de chacun de ces propos et de tous ces propos cumulés. Un de ses derniers emprunts à l'extrême droite, c'est d'avoir qualifié la gauche d'immigrationniste. Oui, voilà. Le programme immigrationniste. Et on voit que, en fait, il tape sur la gauche, enfin même le camp macroniste tape sur la gauche, exactement de la même manière que l'extrême droite, ou en tout cas, il y a des circulations d'argumentaires, c'est le même angle. Et je vois qu'on regarde en effet ce petit magnéto sur, allez, c'est parti, il y a le nouveau Front populaire. Maintenant, on peut taper dessus, allons-y, et comment ils s'y prennent. Moi, j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Aujourd'hui, notre défi, c'est de réussir à faire en sorte d'éviter que la France ne tombe dans les mains de cette alliance d'extrême gauche. Le premier danger pour la République, ce sont aujourd'hui les insoumis. Vous ne valez pas mieux que l'extrême droite. Vous ne valez pas mieux que l'extrême droite. J'ai vu, monsieur le Tellier, une pancarte tenue par les amis de monsieur Mélenchon, par la gauche, qui inscrivait le slogan suivant: une balle pour un policier, c'est un vote en moins pour le Rassemblement national. Je suis très préoccupé par ces images. Parce que comme ça, c'est sûr. Il y a toujours, effectivement, à gauche, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. À gauche et à l'extrême gauche, il y a aujourd'hui un climat de violence, un climat d'insurrection. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Je partage effectivement son aversion pour l'extrémisme, pour les idées qui divisent, notamment l'apologie du terrorisme, l'antisémitisme, qui sont portés par la France insoumise, par monsieur Mélenchon. Je partage son rejet de la violence, qui est, j'irais dire, la marque de fabrique de l'extrême gauche et de ce nouveau Front populaire. Donc je considère que le message de Kylian Mbappé, il ne s'adresse pas au Rassemblement national, qui représente la majorité des Français. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller échanger de sexe en mairie. Bon. Bon, à la base, je voulais te demander comment tu avais vécu cette première soirée de dissolution. On était parti de là. Et puis, le lendemain, Front populaire, enfin, même le soir même, Ruffin propose le terme. Comment tu juges cet emprunt historique, le terme Front populaire, c'est pertinent, c'est pas pertinent? C'est un coup de génie. C'est un coup de génie parce que là, on est dans une ornière nauséabonde et vraiment visqueuse, qui est celle de la dissolution. Au fond, c'est la dissolution de cette espèce de mythe macroniste qu'on nous a vendu, lui en même temps, etc., qui est en fait ni de gauche, hein, depuis le départ. C'est cette espèce de progression que vous rappeliez, permanente, ces petites touches impressionnistes d'appel à l'extrême droite en utilisant le même vocabulaire, la même grammaire, les mêmes images, le même imaginaire, et qui, au bout d'un moment, à plusieurs points, ça commence à faire une ligne ou une courbe. Hein, c'est une ligne politique très claire. François Ruffin a su nous rappeler que les années 30, c'est l'espèce de dégringolade vers le fascisme, ou ça peut être aussi le Front populaire. Et là, effectivement, c'était pas du tout prévu par la Macronie, ça a été une très mauvaise surprise pour eux, comme pour leurs éditorialistes de cours ou de salon, qui, on a vu les réactions, notamment sur Blast, hein, grâce à vos magnétos, ont été outrés, très désagréablement surpris et, par cette union à gauche qui contrecarre leur plan. Mais en fait, là, ce qui est quand même complètement frappant, c'est qu'on a à la fois le Rassemblement national et Renaissance ensemble qui appellent à faire barrage au nouveau Front populaire et à l'extrême gauche, entre guillemets. Et on voit que c'est une idée qui commence à prendre parce qu'il y a plusieurs études d'opinion qui montrent que en fait, les Français ont peur à la fois du Rassemblement national au pouvoir et du nouveau Front populaire au pouvoir, mais sont
un peu plus inquiets par le nouveau Front populaire au pouvoir. Donc cette formule qui a été un peu reprise dans le débat public ces derniers temps, qui disait en gros on a cette ambiance plutôt Hitler que le Front populaire, est-ce qu'elle s'applique vraiment à la situation, ou est-ce que vous considérez que la situation est quand même différente que justement ce qui s'est passé à l'époque? Non, mais il y a une homologie complète de structure, si vous voulez, de champs médiatiques, de champs politiques. On a à peu près les mêmes acteurs sociaux qui ont les mêmes intérêts sociaux, de classe, diraient les marxistes, quelle horreur, et les mêmes structurations de champs médiatiques. Effectivement, c'est Emmanuel Mounier qui, en 1938, avait dit « On ne comprend pas la bourgeoisie française si on n'entend pas murmurer plutôt Hitler que le Front populaire ». Et c'est de fait ce que l'on entend. Alors là, c'était pas un slogan de la bourgeoisie, non. Ils n'écrivaient pas ça en haut de leur tribune. Mais ça se disait. Voilà, oui. Ça se disait parce que le Front populaire, en juin 1936, c'était des occupations d'usines. C'était très violent pour des possédants qui ont été dépossédés de leur, de leur être et de leur avoir par des occupations d'usines, et ensuite par des mesures sociales et fiscales favorables à la grande majorité. On conspuait, la bourgeoisie à l'époque conspuait ce qu'elle appelait les salopards en casquette. C'est-à-dire ces gens qui allaient pouvoir se déverser sur les plages. Il y a eu toute une littérature journalistique à l'époque pour parler de l'été 36 comme l'été de l'invasion. On voyait arriver dans les campagnes, sur les plages, des gueux, des va-nu-pieds qui, grâce aux congés payés et aux trains spéciaux, pouvaient aller en vacances. C'est cette peur-là qu'on a aujourd'hui. Alors qu'on parle d'extrême gauche, mais le programme du Nouveau Front populaire est d'un keynésianisme, bonhomme et paterne. Oui, c'est ce qu'on disait avec Salomé dans notre dernière chronique, qu'il était moins à gauche que le programme de Mitterrand en 81, et que de toute façon le Conseil d'État ne qualifie aucun des groupes politiques qui est dans le Nouveau Front populaire d'extrême gauche. Bien sûr. Et ce jeu d'équivalence entre deux extrêmes supposés, alors que de fait il y a quelque chose qui est juridiquement défini comme l'extrême droite par le Conseil d'État, c'est l'extrême droite. Et de l'autre, vous avez un programme keynésien tout à fait sympathique et modéré qui vise simplement à donner un peu d'air au service public, des moyens d'exister dignement à la population, et par ailleurs qui permet une redistribution de ce qui a été si violemment tordu en termes de redistribution fiscale auparavant. Cette équivalence-là, en fait, elle a une histoire assez longue, de moyen terme. Moi, je me souviens de quelque chose qui m'avait choqué à la radio en 2010 ou en 2011, je ne sais plus, il y avait eu des élections cantonales. Bon. Et le soir, j'écoute les résultats des élections cantonales et j'entends Jean-François Copé, qui était au fond la voix de son maître à l'époque, qui était Sarkozy, qui disait le Front républicain, c'est terminé. Nous n'appellerons pas à voter PS quand un candidat UMP, de droite donc, ne sera pas au second tour. Le Front républicain. Et là, j'avais vécu ça comme une rupture majeure. Voilà. Il y avait les mannes de Chirac, comme ça, qui avaient surgi dans la cuisine. Aujourd'hui, il ne reste plus guère que Xavier Bertrand, qui est encore un peu dans cette ambiance-là. Mais sinon, le sarkozysme a déjà fait des dégâts, a préparé le macronisme. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point ça a infusé dans la culture populaire. Et c'est pour ça que l'extrait de Mbappé, il est très éloquent. Parce que lui, qui est un joueur de football, c'est pas sa profession de faire des analyses politiques, donc il peut avoir absorbé ce bruit qui est de dire que les extrêmes se rejoindraient. Non, mais bon, de se dire que voilà, les extrêmes pourraient se rejoindre. Là où moi je suis plus étonnée, c'est de voir ce que vous avez appelé des journalistes de cours, mais un monde médiatique dans son ensemble, quand même, qui a posé cette équivalence entre l'extrême droite et un parti de gauche, tout simplement de gauche, en fait, une alliance de gauche. Comme vous l'avez dit, il suffit de faire une recherche Google, ça nous a pris 2 minutes pour écrire notre émission. Vraiment, on a fait une recherche Google. On n'a pas mis 2 minutes pour écrire notre émission. Non, mais je veux dire, cette partie sur les extrêmes. C'est-à-dire qu'il suffit de taper sur Google Conseil d'État, décision. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, la plus haute juridiction française donne cette qualification. De culture politique. Et en fait, c'est ça, moi, c'est ça mon interrogation. C'est comment est-il possible que des personnalités publiques, politiques de ce niveau, que des responsables dans les médias, que des journalistes puissent à ce point utiliser une expression qui n'a pas de sens politique, qui n'a pas de sens de ce qui se rapproche le plus proche de la vérité, c'est-à-dire les sciences sociales, les sciences politiques, la plus haute juridiction. Comment on en arrive à avoir un espèce de mensonge, parce que c'est un mensonge, de dire que c'est une équivalence, qui est reprise à ce point. Est-ce que ça c'est... mensonge en politique. Non mais c'est terrible. Mais jusque dans les médias. Moi, je crois pas que les journalistes soient malhonnêtes dans leur ensemble, et je pense pas qu'ils soient tous dans ce truc de on va défendre les intérêts des macronistes. Je vois bien qu'il y en a qui sont
J'imagine, de bonne foi, peut-être que je suis naïve, mais de En tout cas, bonne sur foi les quand chaînes ils du font groupe ça. Bolloré, on ne qualifie même plus l'extrême droite Ah d'extrême oui, droite. alors là, ce on est qu'il- carrément passé à ce un qu'il autre niveau. demandait. Mais c'est demandé. Non, mais sans même parler de Bolloré, vous avez LCI, vous avez BFM TV, vous avez le service public aussi, où Mais c'est vous ça, entendez moi ce c'est genre. ça qui m'interroge. Alors bon, je pense que c'est une histoire aussi de rapport à soi et de rapport à ce que l'on est, à la vérité de son être, si vous voulez. Certains sont entraînés, je l'ai vu autour de moi, des gens intelligents qui ont été entraînés par la force gravitationnelle au fond de la sociologie, de leur sociologie. Et Bien sûr. vous l'avez abondamment documenté sur Blast, une excellente émission de critique de médias, je crois, qui a bien montré que la sociologie des plateaux télé, elle est quand même ultra uniforme. Oui, Et la on sociologie va des rien journalistes, entre Routel Krief, Karim Rissouli, qui est quelqu'un de très bien par ailleurs, etc., c'est les arrondissements centraux de Paris, c'est des CSP+, ce sont des gens qui ont été concrètement, littéralement, bénéficiaires du macronisme ces dernières années. Alors, c'est mon cas aussi, vu mon niveau de revenu, etc., mais il se trouve que certaines personnes ne s'abandonnent pas à cette pente-là. J'aime bien citer la phrase du philosophe Alain qui disait « la pente est à droite ». Sociologiquement, vous avez quelque chose qui vous entraîne vers la droite, vers la facilité, vers l'autocomplaisance. C'est quoi, c'est la facilité intellectuelle à droite? Ah oui, alors ça, disons que être de gauche, ça implique un raisonnement un peu contre-intuitif. Aimer payer des impôts, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. C'est toujours du contre-intuitif, c'est toujours du boulot. La pente est à droite parce que c'est l'abandon, c'est l'avachissement, c'est pour ça que... Thibaut InShape, je vais citer un intellectuel, le disait très bien, il disait « moi je pense d'abord à moi, à mon intérêt, etc. On lui a posé la phrase de Deleuze. Oui, je suis chef d'entreprise, donc je suis de voilà, droite. Donc je suis de droite. Voilà. Alors, pour reprendre le mot tout à l'heure, l'entéléchie de Thibaut InShape, c'est Jean-Marie Le Pen qui disait « moi, je préfère mes filles à mes cousines, mes cousines à mes voisines, etc. Mais ce qui est problématique, c'est que ces rhétoriques qu'on a, qui sont vraiment rabâchées en permanence dans l'espace public, du fait que les extrêmes se ressemblent, qu'on va avoir la guerre civile avec la gauche au pouvoir, etc. En fait, ce sont des rhétoriques simplistes, et les rhétoriques simplistes, c'est aussi bien celle de l'extrême droite, mais celle aussi du parti présidentiel. Et face à ça, de leur opposer de la complexité, en fait, il faut en gros, en moyenne, 15-20 phrases pour contredire une phrase, et parfois même plus, avec des exemples, des arguments. Donc, on a quand même un peu l'impression, et je trouve que c'est particulièrement prégnant en ce moment, que c'est une bataille perdue d'avance, en quelque sorte. Non, c'est en tout cas, rhétorique. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que Non, mais c'était nous, on aussi l'amène, facile- évidemment qu'on l'amène. C'est aussi mais- facile de dire il faut partager que dehors les Arabes. Oui, il y a des personnes qui disent dans le La question dans c'est le est-ce qu'on chat- a l'appareil médiatique pour diffuser ce message. Or là on joue pas bien. Qu'est-ce qu'ils disent Il y donc en a c'est qui ça, c'est disent, surtout moi ça, je suis c'est pauvre, l'appareil donc c'est... médiatique. Moi, pour moi, la rhétorique la plus simple intellectuellement, je suis pauvre, donc c'est qu'on me redonne vos impôts. C'est vrai que ça peut se voir aussi comme ça. Mais c'est pour ça que moi je suis très admiratif de celles et ceux qui ont fait profession politique, soit dans les partis politiques, soit dans des syndicats. Vous recevez Sophie Binet tout à l'heure. On a entendu Manuel Bompard, qui a été héroïque, je trouve, sur son plateau de télévision hier soir. En entier Non, en partie. Mais il faut quand même une pédagogie à toute épreuve. Il faut des nerfs d'acier, il faut un calme, il faut un courage et une clarté d'esprit pour être une Clémence Guettet, par exemple, qui fait face à une harpie qui ne laisse pas développer son programme et qui va lui poser 20 questions sur les bisbilles et LFI, l'antisémitisme supposé de machin, etc. Moyennant quoi, on retient que l'EFN, fondé par des Waffen-SS, est un parti philosémite, alors que le LFI serait un parti antisémite. Enfin, D'ailleurs, on c'est tout va ça revenir ridicule. sur cette question des Waffen-SS, etc. dans la seconde partie de l'émission, donc dans pas longtemps. Là, il est moins 2. C'est dommage, c'est Ah mes oui. amis. Sur quoi tu voulais terminer Mais attends, si je peux poser moi ma question. c'est quoi ta question Je suis désolée, mais c'est Non, vraiment laquelle une des grandes questions que Alors. je voulais vous poser. Oui. Parce que vous êtes quand même un des grands spécialistes des nazis. C'est une question sur le fascisme qui fera Ah oui. peut-être la transition. Eh oui. Ah oui. Avec, c'est dans quelle mesure, quel est le risque réel de bascule dans un régime fasciste, sachant que c'est une expression qui est beaucoup employée à gauche. On va dire, bon voilà, le RN c'est des fachos, mais concrètement, si on est sérieux intellectuellement, quel est le véritable risque qu'on passe dans cette autre dimension en France? Justement, vous recevez Ludivine Mantigny et Hugo Paletta, qui ont fait un très bon livre qui s'appelle Face à la menace fasciste, et qui montre bien que le fascisme, c'est un processus de fascisation, ce qu'avait bien dit Paxton quand il parle du fascisme en action. C'est un processus de mithridatisation successive, où on vous injecte des doses de poison. Alors là, on l'a vu en France depuis quelques années. Ce sont les différents états d'urgence, antiterroristes, sanitaires, etc., dont les dispositions exceptionnelles sont passées dans le droit commun.
C'est ensuite un usage purement instrumental des institutions, le 49.3 tous les 4 matins, lâcher les flics pour leur faire un boulot pour lequel ils ne sont pas formés, envoyer des baqueux par exemple, taper sur des manifestants. Donc un usage instrumental orienté vers la violence. Et au fond, on se dit que, et on se le dit depuis quelque temps déjà, qu'en cas d'arrivée au pouvoir du FN-RN, on se demande ce qui changerait vraiment. On a déjà basculé dans quelque chose d'autre. On serait quoi, en pré-fascisme ? C'est la thèse de Ludivine Mantini et d'Ugo Paletta, oui, je trouve ça assez... Et pour vous, à quel point est-ce qu'on est avancé justement dans ce processus ? Alors moi, je trouve que... Alors déjà, on a une... C'est vrai qu'il y a des caractéristiques 20e siècle qu'il n'y a pas, quoi. En effet, l'armée, les uniformes, il y a des milices entières, il n'y a pas ces trucs-là, bon. Alors, il y a cette belle phrase de George Orwell qui a tendance à revenir actuellement, qui est que Chapeau melon. Lorsque les fascistes reviendront, ils ne seront pas forcément casqués et bottés, mais ils auront le parapluie bien roulé sur le bras avec un joli chapeau melon en costume 3 pièces. Bon, c'est quelque chose qui est à méditer, je trouve, mais s'il s'agit de terminer, tu me demandais sur quoi je voulais terminer, sur le Front populaire, justement. Ouais. C'est quelque chose que j'ai un peu développé dans la chronique de Libération. C'est sur la dynamique de l'alliance du Front. Enfin, qu'est-ce qu'il faut en attendre de ce... Mettons que le nouveau Front populaire fonctionne, gagne. Alors, le Front populaire de 36, c'est déjà... Alors, on parle d'alliance contre nature aujourd'hui. Alors, il y a Valls qui s'époumonne, Enthoven qui se pâme, etc. Mais en 1936, le Parti communiste de Maurice Thorez, c'est un parti stalinien d'une rudesse, voire d'une violence tout à fait particulière, y compris à l'égard de Léon Blum, à ce moment-là. C'est une alliance très hétéroclite entre un PC qui est ouvertement révolutionnaire, qui veut détruire la République, il le dit, et un parti radical et radical-socialiste, avec la SFI au milieu, mais le parti radical et radical-socialiste qui est l'équivalent fonctionnel aujourd'hui de ce qu'est le PS. C'est-à-dire un parti de cadre, plutôt bourgeois, plutôt modéré, avec quelques gens sincèrement à gauche, mais un gros marais qui tend vers le centre droit ou vers la droite. Et c'est ça qui a fait échouer le Front populaire en 1938. En 1938, il n'y a plus de Front populaire, il éclate parce que le Parti radical, qui avait toujours fait des alliances à gauche en vue d'une dynamique électorale pour avoir des sièges, c'est un parti d'élus, donc ils veulent des élus, en 1924, cartel des gauches, en 1932, néo-cartel des gauches, en 1936, le Front populaire. Et 2 ans après, de manière métronomique, 2 ans après à chaque fois, 1926, 1934 et 1938, ils se retournent vers une alliance de droite. Et vous pensez que ça c'est un risque aujourd'hui que le Parti socialiste se retourne justement ? Oui, je pense que c'est un vrai avertissement de l'histoire. La SFIO faisait aussi des alliances avec le centre, c'était le grand rêve de Jacques Delors. Voilà, ces éléments de centre-gauche font très souvent alliance avec le centre ou sont disposés à travailler avec la droite. Voire avec la droite. Oui, et là, c'est ce qui se passe en 1938, au printemps 38. Vous avez un deuxième gouvernement Blum. Comme Aurélien Rousseau qui est dans l'alliance, ça nous dit aussi qu'il y a des dispositions. François Hollande, etc. Mais vous avez donc un gouvernement, un deuxième gouvernement Blum qui est renversé par le Sénat parce qu'il demande des pouvoirs exceptionnels budgétaires au Sénat. C'est les radicaux, Joseph Caillot, qui font voter la défiance à Blum, qui doit démissionner, avec le jeune Pierre Mendès France, qui est secrétaire d'État au Trésor à ce moment-là. Et là, c'est Édouard Daladier, qui était ministre de la Guerre jusqu'ici, représentant du Parti radical, qui devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, et qui là met un coup de barre à droite avec Paul Reynaud à la justice, puis très rapidement aux finances. On revient sur les 40 heures, on revient sur des dispositions sociales. Alors, dans l'idée de Daladier, c'était pour le réarmement contre l'Allemagne. Et d'ailleurs, une petite notule, on a beaucoup entendu aussi, un festival d'horreur et d'erreur sur le Front populaire, on a entendu que c'était le Front populaire qui avait désarmé la France. C'est faux, c'est le Front populaire qui réarme la France pour 2 raisons simples, c'est que 1, ils ont peur de l'Allemagne nazie, pour des raisons évidentes, et 2, le réarmement, ça s'inscrit dans une politique de relance. C'est la droite qui a désarmé. Souvenons-nous que c'est le maréchal Pétain, ministre de la Guerre en 1934, qui refuse de poursuivre la ligne Maginot dans les Ardennes, puisque les Ardennes, c'est un montagneux, et les Allemands ne passeront jamais par là. C'est précisément là qu'ils sont passés. Donc, la ligne Maginot a bien tenu et bien fonctionné, mais le maréchal Pétain, pour des raisons de tactique idiote et d'économie budgétaire, a refusé d'accorder les crédits pour la ligne Maginot. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième bêtise, stupidité, on entend que c'est le Front populaire qui aurait voté les pleins pouvoirs maréchal Pétain. Oui. Mais plein pouvoir maréchal Pétain, c'est le 10 juillet 1940 à Vichy. Il n'y a plus de Front populaire depuis 2 ans. Il faut quand même penser les choses en termes de dynamique politique et électorale et non pas en termes de statique. Le Front populaire n'existe plus depuis 1938. C'est un
pouvoir de droite qui est aux affaires, déjà, depuis 1938, et qui vote les pleins pouvoirs Maréchal Pétain. Ben merci beaucoup, Johan, parce que c'est important d'avoir des historiens. On voit qu'il y a beaucoup de références historiques qui sont mobilisées par tout le monde en ce moment. Et j'imagine que vous avez encore, et manipulées évidemment, et j'imagine que vous avez encore peut-être des questions dans le chat sur peut-être des trucs pas clairs. C'est quoi le fascisme? C'est quoi? Oui, mais le Front populaire, parce qu'on entend vraiment beaucoup de choses. On va pouvoir continuer dans l'heure suivante avec nos invités suivants, Ludivine Bantini et Hugo Paletta. Et entre-temps, on va se regarder un petit magnéto. Le temps que nos invités s'installent, on va parler de la menace fasciste. Merci. L'urgence, c'est aussi, comme je l'ai évoqué, le rétablissement de l'ordre républicain et le retour de la sécurité partout et pour tous les Français. Notre pays bascule dans un ensauvagement qui fragilise nos droits et nos libertés. Faire face au record d'insécurité franchi par ce gouvernement, j'instaurerai des peines minimales et des peines planchers qui permettront de casser la récidive. La troisième grande urgence, je l'ai dit, c'est la maîtrise de l'immigration et la protection des frontières. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. Il est temps de briser le tabou de l'immigration de guichet social, qui menace à terme la pérennité de nos comptes publics et de notre système de protection sociale par le poids insupportable qu'elle fait peser sur lui. Jordan Bardella, s'il est désigné Premier ministre, veut interdire aux binationaux certains postes stratégiques dans les secteurs liés à la sécurité ou à la défense. Parce qu'on essaye de faire croire que nous voulons attaquer la binationalité. C'est ce que vous vouliez faire jusqu'en 2022. C'était dans le programme du Front National depuis des années. Avec nous qu'il y aura des Français de seconde zone. Tout cela est faux. Tout ce que nous voulons, c'est assurer la sécurité de la France et des Français. Des personnes, du fait d'un discours extrêmement hostile aux personnes qui appartiennent à des minorités ethno-raciales supposées, qui sont perçues comme juives, comme musulmanes, comme homosexuels, comme transgenres, seront attaqués, ils se sentiront autorisés en fait à les attaquer et à s'en prendre à eux physiquement. Et effectivement, parler de l'appareil répressif d'État, c'est important parce qu'on sait que dans la police, en France, il y a une grande partie des personnes qui composent cette police qui sont sensibles aux idées du RN. On sait que les violences policières se sont multipliées ces dernières années et on sait que ça va activer en fait un sentiment d'impunité encore plus grand parce que l'impunité policière est réelle. Ferme ta gueule, bande de nazis, frère. Ta gueule. 10 juin dernier, quelques heures seulement après les résultats des européennes, 4 membres du GUD se livrent à une agression homophobe dans le 6e arrondissement. Placé en garde à vue, l'un d'eux semble se réjouir d'une possible victoire de l'extrême droite aux futures législatives. Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut. Des affiches orientées uniquement vers sa terrasse et accompagnées selon elle d'agressions verbales et de cris de singes. Te v'là là encore, toi? Tu viens ici, là? On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez? On est chez nous. Fais ce qu'on veut. Alors, va à la niche. D'accord? Est-ce que c'est raciste? Moi-même, je peux dire ça à l'égard de mes amis. C'est vous qui tirez la conclusion que c'est raciste du fait de la couleur du peau de la victime. Ça, c'est scandaleux. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième partie de La France a peur.